Et si on reparlait un peu de dialogue et de tirade? Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes contents, parce que moi je suis content de vous retrouver. Bonsoir à tous, moi aussi je suis très content de vous retrouver, et je me pose la question suivante, et si on reparlait un peu de dialogue et de tirade, en isolant cette fois 7 excellents monologues du théâtre français? Ça me paraît pas une mauvaise idée. Salut et fraternité. Aujourd'hui dans Hippalage, on va s'abreuver à nouveau de superbes tirades. J'ai déjà abondamment parlé de mon goût pour les dialogues savoureux et les monologues bouleversants, mais il s'agissait alors de séries. Or, les séries ont bien des qualités, mais pas celles de la variété d'interprétation d'une réplique. Pour les œuvres filmées, une fois qu'une scène est fixée sur la pellicule, les répliques qu'elle contient sont en quelque sorte figées, pétrifiées sans que le ton ou leur rythme ne puisse jamais évoluer. Ce qui n'est pas le cas pour le théâtre, spectacle vivant dans lequel les dialogues évoluent sans cesse au fil des interprétations des metteurs en scène et du talent des comédiens. Donc, j'ai trouvé intéressant d'isoler 7 nouvelles tirades issues de pièces de théâtre, et on commence par le plus grand dramaturge français de tous les temps. Tous les auteurs vous le diront, susciter le rire est le plus difficile dans l'écriture, et avec Molière, on est servi. C'est un virtuose de la comédie qui en maîtrise toutes les formes, comique verbal, gestuel, visuel, comique de situation, de répétition, et il a excellé dans tous les genres, farce, comédie d'intrigue, comédie de mœurs, comédie de caractère, comédie ballet, etc. D'ailleurs, puisqu'on parle de comédie, j'ai l'intuition que les comédies de caractère, celles où l'on moque les défauts des personnages, résistent mieux à l'épreuve du temps que les comédies de mœurs qui deviennent vite assez datées. Je n'ai pas encore bien réfléchi au sujet et si vous avez une opinion forte, je serais curieux de la lire en commentaire. En tout cas, Molière, c'est un cador de la dramaturgie et en plus, il jouait. Franchement, je ne sais pas qui peut s'asseoir sereinement à sa table, à part Shakespeare, peut-être. Moi, ce que je préfère chez lui, ce sont ses pièces en vers. Vous ai-je déjà dit que j'aimais les alexandrins? Don Juan, Tartuffe, l'école des femmes et surtout le misanthrope, qui met en scène un rageux qui tombe amoureux. Pif, les rageux. Et la tirade qui vient est l'exemple parfait d'une magnifique scène d'exposition. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore? Dites-moi quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît.
que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations. Ces affables donneurs d'embrassades frivoles. Ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui de civilités avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. C'est amusant comme on s'attache vite à des personnages misanthropes. Alceste et Dr House, même combat. Peut-être qu'on les envie secrètement de lâcher sans scrupule leurs pensées profondes alors qu'on garde les nôtres pour nous. Naturellement, j'ai cédé à la tentation de passer du Racine. Ça peut paraître convenu de mettre le VRP de la tragédie classique juste après le VRP de la comédie classique, mais j'y peux rien si leurs œuvres sont géniales et me marquent. Alors bon, évidemment, des tirades exceptionnelles chez Racine, il y a un peu que ça, donc difficile d'en isoler une, et j'ai simplement opté pour la réplique qui m'a le plus marqué dans la pièce de Racine que je préfère, Bérénice. Elle est un peu larmoyante, mais c'est un concentré de beauté, la réplique qui synthétise l'inévitable dénouement tragique. Ah oui, spoiler alert, ça finit mal. Titus, promis à diriger Rome, doit quitter Bérénice car le peuple est hostile à leur union. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus. L'ingrat de mon malheur consolé par avance daignera-t-il compter les jours de mon absence? Tout est dans ces quelques vers, le dilemme, le courage, l'amour inconditionnel. Même Jean-Pierre Bacry pleure devant cette réplique, c'est dire. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Bon, place au romantique et au boss final de la littérature française, Victor Hugo. Gide avait bien raison quand on lui demandait qui était le plus grand écrivain français de tous les temps, et qu'il répondait « Hugo, hélas ». Deux mots qui résument parfaitement l'évidence, même ceux qui trouvent son style trop lourd et qui n'apprécient pas les poèmes de 200 vers se sentent obligés d'admettre qu'il est le plus grand. Au classement général en tout cas, parce qu'il était génial comme poète, dramaturge, romancier, chroniqueur, pamphlétaire, orateur, essayiste, c'est le maillot jaune de la littérature française, en somme. Et la tirade de théâtre que je préfère de lui est au cœur de Ruy Blas, acte 3, scène 2. Le héros, valet épris de la reine d'Espagne, y est devenu ministre et terrasse par la parole les politiciens qui pillent l'État.
Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte, et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil sans combattre, en Alsace, Brissac, Steinfort au Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier faubourg, le Roussillon, Ormuz, Goa, 5000 lieues de côte, et Fernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait, vous regarde en riant, comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe, il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays amis. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette, et l'infant bavarois se meurt, vous le savez. Quant à vos vice-rois, Médina, fou d'amour, remplit Naples d'esclandre, Vaudemont vend Milan, le Gagnès perd les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer où Dieu met ses colères perdu 300 vaisseaux sans compter les galères. Et vous osez, messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on pressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres, j'ai honte pour vous. Et ça continue encore longtemps. Quel plaisir de voir des corrompus remis à leur place. Je pourrais m'écouter ces vers en boucle pendant des heures, surtout lus par Guillaume Gallienne. Mais, comme toujours, ça ne plaît pas à tout le monde. Même quand j'étais enfant, les pièces d'Hugo ne m'impressionnaient pas. D'abord, le vocabulaire de Hugo, n'est-ce pas, est pour moi une langue barbare. Paul Léotou. Hernani, Ruy Blas, les burgraphes vous ennuient. Et puis, je trouve ça mal écrit, n'est-ce pas. Quand Ruy Blas fait la scène au ministre et qu'il parle du pays qui cuit, pauvre oiseau plumé dans la marmite informe. Une marmite n'est jamais informe, voyons. C'est comme dans les faits divers, depuis on a adopté ça. Un monsieur coupe une jeune femme en morceaux, il la enferme dans une malle, la malle devient tragique. Mais non, l'action est tragique, la malle n'a rien de tragique. Eh ben ça c'est du vocabulaire de Victor Hugo. Chip, les rageux. Restons chez les romantiques avec Alfred de Musset, qui n'a peut-être pas la dimension démesurée d'Hugo, mais qui est l'auteur des 2 vers que je trouve les plus beaux de toute la littérature. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Prodige de la poésie donc, mais aussi prodige du théâtre, comme en témoigne la fameuse tirade de Perdiccas dans On ne badine pas avec l'amour. Le jeune homme fait des adieux déchirants à celle qu'il aime et qui refuse d'admettre que c'est réciproque. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de 2 de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime
Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Et on se dit... J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Et une fois de plus, on constate qu'un grand texte de théâtre a besoin d'acteurs talentueux pour révéler toute sa richesse. Ici, Francis Huster nous le démontre, on est loin du personnage qu'il interprète dans Le Dîner de cons. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, Juste, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Putain. En parlant de grands acteurs qui portent des grands textes, si on abordait enfin Cyrano. Cette pièce est un chef-d'œuvre, un condensé des sentiments humains. Humour, courage, jalousie, amour, camaraderie, nostalgie, désespoir, tout y est. Chaque vers est un délice. Enlever le moindre mot de cette pièce, c'est la détériorer. Alors vous vous doutez sans doute de la tirade que je vais ajouter à ce petit inventaire à l'après-vers. La tirade des non-merci, bien sûr, dans laquelle Cyrano refuse avec panache de flatter les puissants. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense. Dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Les plus grands personnages sont décidément ceux qui savent dire non. Rentrons maintenant dans le XXe siècle avec Marcel Pagnol et sa célèbre trilogie marseillaise Marius, Fanny, César. Si d'ordinaire on a tendance à adapter des pièces de théâtre en film, Pagnol a fait l'inverse car Marius et Fanny sont à l'origine des films tournés dans les années 30 avec entre autres Rému et Pierre Freinet. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait
fait 4 tiers. Hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Ben, c'est de l'arithmétique, ça. Ouais, mais ne cherche pas l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation. L'œuvre, subtil mélange d'humour et de larmes, nous présente deux jeunes gens, Fanny et Marius, dont l'amour est contrarié par l'envie irrépressible de Marius de s'embarquer vers le grand large. Pagnol est habitué aux bons mots savoureux. Marius, l'honneur c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. Ou aux envolées nostalgiques. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Mais les lignes de lui qui m'ont le plus marqué sont celles-ci. Emmène-moi avec toi. Je ne peux pas t'emmener. Tu veux aller sur le bateau? Oui. C'est Piquoiseau qui t'a monté la tête. Non. Il y a longtemps que cet homme m'a pris. Un soir, devant le bar, un voilier s'est amarré. C'était un 3 mâts franc. Il ramenait du bois des Antilles. Du bois noir dehors et doré dedans. Du bois qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelait les îles sous le vent. Alors j'ai bavardé avec les hommes de l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Et ils m'ont parlé de leur pays. Ils m'ont fait boire du rhum de là-bas, qui était doux et très poivré. Et puis un soir, ils sont partis. Alors je suis allé sur la jetée et j'ai regardé le beau 3 mâts qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. Il est allé aux îles sous le vent. C'est ce jour-là que ça m'a pris. N'est-ce pas magnifiquement dit et interprété? Vous remarquerez que j'ai utilisé la tirade avec la version d'Auteuil de 2013 et non l'original, car je préfère l'interprétation de Raphaël Personnaz à celle plus datée de Pierre Freinet. Allez, on finit notre petite liste sur un ton plus léger, avec Le Mot de Cambronne, comédie en un acte que Sacha Guitry dédie à la mémoire d'Edmond Rostand. On y suit les réflexions truculentes du général Cambronne, célèbre pour avoir dit merde aux Anglais à Waterloo, ce qui ne l'a pas empêché d'épouser une Anglaise. Avec cette tirade, le général, joué par Guitry lui-même, nous livre des réflexions politiques à l'emporte-pièce. Et pourquoi voulez-vous qu'on apprenne par cœur ce que sans cesse on modifie? Ainsi l'histoire, à quoi ça rime? Et comment voulez-vous que je m'y reconnaisse quand depuis ma jeunesse, 5 fois déjà la France a changé de régime? En 1790, on nous a dit les rois de France, exemple de bonté, modèle de vaillance, furent des hommes sans défaut. Alors on a crié, vive les rois de France. 3 ans plus tard, on nous a dit que c'était faux, que nous leur devions nos souffrances et qu'ils n'avaient que des défauts. Alors on a crié, ah bah, les rois de France. On nous a dit ce qu'il nous faut. À nous, peuple français, c'est une république. Alors on a crié, vive la république. Mais voilà que 5 ans plus tard, ça se complique et change encore. On nous explique, très grande erreur, la république, c'est le pire. Ce qu'il nous faut, c'est un empire. Sans nous faire prier, nous avons tous alors crié, vive l'empereur. En 1814, on nous a fait comprendre que les Bourbons avaient du bon et mon Dieu qu'à tout prendre. En un tel désarroi, ça valait mieux encore. Alors nous avons de nouveau crié, vive le roi. Mais en 1815... à son retour, en chœur, le 26 février, nous avons recrié tous « Vive l'empereur ». Mais vers la fin du mois de juin, quand il est reparti pour la seconde fois, nous avons de nouveau crié « Vive le roi ». Il en sera toujours ainsi, je le suppose, aussi longtemps que durera notre pays, car la France obéit, pourvu qu'on l'autorise à crier quelque chose. Et c'est avec cette réflexion historique de moyenne volée que je conclus cette liste en me disant que j'ai bien fait de me poser la question suivante : et si on reparlait un peu de dialogue et de tirade ? Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre les épisodes d'Hypalage. C'est la fin de celui-ci. Dites-moi en commentaire les dialogues et les tirades que vous aimez dans le théâtre français et qui auraient mérité leur place dans cet épisode. Pour le reste, vous connaissez, abonnement, like, partage, commentaire. À dans 2 semaines. Et rideau. Pif, pif, les rageux.